Mon engagement dans les années 90 avec les Atikamekw, avec la Nation Atikamekw, le Conseil de la Nation Atikamekw, ça a été beaucoup au niveau politique, des revendications territoriales, toute cette question-là autour du droit coutumier. J'étais aussi donc j'y allais assez régulièrement dans les communautés ou sur le territoire quand j'étais invitée. Et il y avait donc, début des années 90, chez les Atikamekw, tout un renouveau rituel qui était très important, renouveau d'affirmation culturelle, où ils sont réappropriés leur rituel traditionnel qui avait été interdit par les missionnaires. J'ai été témoin de ça, ça me parlait beaucoup parce que j'avais quand même travaillé beaucoup sur les rituels en Australie, mais quelque part, j'ai jamais voulu publier sur ça ou approfondir ça ou aller plus loin. Mais donc toute cette dimension rituelle, du renouveau rituel, la transmission des savoirs rituels sur le plan générationnel, puis là on parle là, le sweat lodge, la cérémonie des premiers pas, les tambours et tout. Finalement, c'est un de mes étudiants de doctorat, Laurent Jérôme, qui va aussi, donc, qui va travailler sur ça et produire sa thèse de doctorat là, au milieu des années 2000 sur ce thème-là. Laurent, qui aujourd'hui est professeur à l'Université du Québec à Montréal. Donc, toutes ces années-là, ce que j'ai beaucoup développé aussi dans les années 90, début des années 2000, donc de regarder les processus donc de coexistence ou de résistance, à la fois les deux, donc tout cet aspect d'un peu de la friction entre les mondes autochtones, l'État ou les mondes non autochtones. Le concept de Salins, de l'indigénisation de la modernité, est quelque chose qui, dans les années 90, m'a beaucoup parlé. Okay? Donc, l'idée, c'était de trouver... parce que le bagage de l'anthropologie, à l'époque, n'était pas suffisant pour comprendre comment les groupes restent eux-mêmes, continuent à produire de la différence, hein, tout en se transformant. Hein? Chaque génération apportait des nouvelles transformations dans leur rapport à la modernité, à la scolarisation obligatoire, à la chrétienté, à tout ça. Mais chaque génération, d'une certaine façon, parce que c'est des mondes autochtones qui quand même se transformaient très vite depuis les années 50, chaque génération renouvelait la différence sans la perdre. Okay? Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Et ce concept d'indigénisation de la modernité de Saline, c'était aussi donc comment ils vont s'approprier, et ça reste leur choix, ils s'approprient des éléments de la modernité qui font leur affaire, qui leur permettent de renouveler leurs différences, de reproduire leur monde, de maintenir leurs différences, tout en devenant pas, parce que surtout ce qu'ils veulent pas, c'est devenir comme les Blancs, devenir comme nous. Mais ils ont bien compris que certains des éléments de la modernité peuvent leur être utiles. Donc, il y avait cet aspect-là qui m'intéressait. L'anthropologie, non, on n'avait pas les outils dans les années 80 pour nécessairement penser tous ces processus complexes là, de transformation, de résistance, de coexistence, de friction. On parlait d'acculturation et c'est pas ça, c'était pas suffisant. C'était pas un concept là, qui m'intéressait. Donc, dans ma boîte à outils, je vais aussi donc, développer le concept de ce que je vais appeler la contemporanéité autochtone pour aussi faire un peu, là, pas un pied de nez, là, mais je veux dire, sinon on était dans la logique traditionnelle moderne. Et donc, on va nulle part avec ça. Là. La modernité est une tradition parmi d'autres. Et donc, ils essayaient, mais c'était les modernes qui essayaient de faire accroire aux non-modernes qu'eux, ils étaient traditionnels, ils étaient dans le passé, puis qu'il fallait qu'ils changent et qu'ils deviennent modernes. Donc ça, c'était le discours de la modernité. Les Autochtones n'étaient pas là, ça leur parlait pas beaucoup. Et moi non plus, ça me parlait pas. Et donc, comment essayer, quand je parle là, de cette rencontre, la rencontre entre les mondes, et qu'est-ce qui se passe là, et c'est excessivement complexe et subtil, là, il ne vient jamais à bout. Mais ce concept de contemporanéité donc, me permettait de passer outre cette distinction totalement stérile entre tradition et modernité pour dire les Autochtones sont
contemporains, mais leur contemporanéité, elle est dynamique et elle est dans une relation dialogique, dialectique avec la modernité, avec l'État, avec la société dominante, avec la chrétienté. Et c'est un peu tout ça là, que moi je vais développer là, dans les années suivantes. Un peu sur ce thème-là aussi, là, en 2004, je vais diriger un autre numéro de la revue Anthropologie et Société que j'ai intitulé la dépolitisation, en fait ça se dit en deux, là, politisation, dépolitisation de la culture. Donc la dépolitisation de la culture avec le D entre parenthèses. Là aussi, donc toute une réflexion sur, à partir du moment où le concept de culture, qui jusque dans les années 80 avait été l'apanage de l'anthropologie, de la discipline, il n'y a que nous qui parlions de culture, personne ne parlait de culture, mais tout à coup, ce concept-là est approprié partout, à la fois par les Autochtones ou les gens avec lesquels on travaille, qui tout à coup revendiquent leur culture. Ils ont compris dans leur dialogue avec les anthropologues que la question de la culture, c'était leur différence, c'était leur monde, c'était eux, ça. C'est ça qui les distinguait. Donc, ils se sont appropriés ce concept-là. Ils ont dit, nous, on a une culture et on veut qu'on nous reconnaisse notre différence culturelle. Donc, commence toute cette politisation du concept de culture. Une objectivation, évidemment, aussi, mais ça devient donc un élément, un outil politique très fort pour les Autochtones dans les années 80 et encore aujourd'hui, quand ils sont dans ce processus d'affirmation culturelle, politique, linguistique et tout. Mais le concept de culture est aussi approprié dans les années 80 par les autres disciplines des sciences sociales. Tout à coup, l'éducation, sciences sociales et en dehors, la santé, sociologie, sciences politiques, ça se met, tout à coup, ils découvrent que, de la culture. Non pas parce qu'eux sont allés comme les anthropologues ailleurs pour voir qu'est-ce qui se passait ailleurs, c'était ça qui distinguait l'anthropologie. C'était l'altérité qui nous intéressait, donc on sortait de chez nous pour aller ailleurs. Les autres sciences sociales n'avaient jamais fait ça. Mais là, du fait de l'immigration, là, l'ailleurs arrivait chez eux, sur leur territoire. Et là, ils se sont mis à s'intéresser à la culture, aux différences culturelles, au multiculturalisme. Puis, c'est là. Mais les discours publics, le discours politique, c'est approprié le concept de culture. Donc là, on va aller, il y a l'objectivation, mais il y a aussi, la domestication des différences culturelles. Il va y avoir la marchandisation de la culture, la patrimonialisation de la culture. Donc, ça va devenir vraiment un objet qui, finalement, de la façon qui a été appropriée à l'extérieur de la discipline, n'a plus grand-chose à voir avec comment les anthropologues abordent la culture. Parce que eux, donc, c'est à partir du moment où les décideurs politiques ou les ONG ou d'autres se sont appropriés le concept de culture ou toutes les politiques autour du patrimoine, ils sont un peu sur la définition que Taylor nous avait donnée en 1870. Là. L'anthropologie est 100 ans plus tard, 150 ans plus tard, on est loin, on est loin. Là, entre-temps, on a eu les Goertz et les Turner, on en a eu beaucoup, donc on est rendu dans la réflexion sur les mondes culturels, sur la dimension culturelle dans les mondes, que ce soit chez nous ou ailleurs. On est loin là, de la définition de Taylor. Alors, j'ai l'impression que moi, en tout cas, des fois, les discours publics là, sont restés... Donc, c'est un peu tout ça, ce numéro-là de la revue, pour s'interroger sur ça, surtout voir comment les Autochtones sont appropriés ce concept-là de culture pour faire valoir leurs différences culturelles. Il y avait aussi, il y a une réflexion aussi à faire sur... donc, à partir du moment où les États occidentaux donc, ont pris connaissance de la dimension culturelle et sont mis à élaborer des politiques culturelles, et on s'est mis à parler de l'accommodation des différences. Et ça, là, tu sais, je veux dire, c'est l'accommodation des différences. Tu ne peux pas avoir, donc, un meilleur discours politique pour domestiquer et nier la différence. C'est vraiment ça. Encore là, Elisabeth Povinelli, une anthropologue américaine qui travaille en Australie, que j'ai déjà mentionné, un de ses ouvrages en 2001, c'est The Cunning of Recognition. Donc, c'était vraiment le cunning, c'est la tromperie de la reconnaissance. Là, c'est laissez-vous pas tromper quand ils vous ouvrent les portes en disant on aime la différence, on est ouvert à la différence, on va vous accommoder. Vous accommoder, c'est on va vous domestiquer. Ça veut dire qu'on va réduire votre culture à ce qui fait notre affaire, à ce qui ne vient pas choquer notre code moral, éthique ou notre propre corporéité ou notre propre socialité, où on était, c'était vraiment d'insérer ça dans un cadre très rigide, policé,
occidentale moderne. Donc, c'est un peu ça, tout ce numéro-là sur la dépolitisation de la culture. Sinon, et ça continue à être des questions, évidemment, là, qui, euh, qui m'intéressent beaucoup. Euh, un autre, pour moi, qui a été un point tournant aussi, c'est un ouvrage collectif que j'ai dirigé avec Eric Schwimmer, qui était mon directeur de thèse, et John Clammer, qui est un anthropologue britannique qui travaille au Japon. Figured Worlds, Ontological Obstacles in Intercultural Relations. Hey, mais tu vois, aujourd'hui, de la misère à parler anglais, alors qu'il y a un moment, j'ai perdu mon français. Donc, en fait, c'est les obstacles ontologiques dans les relations interculturelles. C'est un peu Eric Schwimmer et John Clammer, finalement, qui m'ont peut-être qui m'ont introduit à la dimension ontologique. Donc, cet ouvrage-là est sorti en 2004 ou 2005, University of Toronto Press. Ils avaient publié donc mon autre ouvrage, ma thèse en anglais. C'est un des premiers ouvrages qui interroge la question ontologique. Je suis très fière de cet ouvrage-là, même s'il n'a pas connu l'attention qu'il aurait peut-être mérité. Mais du fait, parce qu'après va exploser le tournant ontologique. Hein? Là, tout à coup, l'anthropologie découvre l'ontologie, et là, c'est le tournant ontologique. Et là, mais ça va se passer beaucoup, donc, entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, et le Canada est un peu comme en dehors du circuit principal, donc notre livre, je trouve, n'a pas eu l'attention qu'il aurait mérité, parce qu'on parle vraiment donc d'obstacles ontologiques dans les relations interculturelles. Donc là aussi, les mondes autochtones ou les mondes non modernes, et ça pose la même question, donc de la rencontre des mondes, de la coexistence, de prendre au sérieux ce que l'autre dit de son monde. L'ontologie, donc, pour l'anthropologue, se décline nécessairement au pluriel. Hein? Et l'ontologie, c'est les théories locales sur l'être, sur le réel. Donc, tu sais, là aussi, je reviens souvent sur ça, mais pour moi, c'est important. Puis je pense que c'est Viverios de Castro qui insiste aussi sur ça, qui est un donc, des tenants de ce tournant ontologique. Mais prendre au sérieux ce que l'autre dit de son monde. Okay? Et non pas de le faire basculer dans la croyance. Parce que jusqu'ici, c'est ça que les anthropologues avaient fait. Il y a Bruno Latour qui écrit à un moment donné, moi qui a été une bonne source d'inspiration, Bruno Latour qui dit à un moment donné, les modernes croient en la croyance pour comprendre les autres. C'est en plein ça. OK? Donc, quand la possession en Afrique, le rêve chez les aborigènes australiens, donc tout leur rapport au monde, leur conception, leur cosmologie, leurs principes ontologiques, épistémologiques, on mettait ça dans cette espèce de boîte qu'on appelait les croyances. Et finalement, une croyance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vrai. Vous pensez que, mais nous, on sait que c'est pas vrai. Et donc, pour moi, le tournant ontologique, ça a été vraiment... J'avais déjà tous les outils, j'avais déjà toutes les données. Je travaillais sur ça, sur la notion de personne, la dimension relationnelle. Je travaillais déjà sur ça depuis longtemps. Et là, non pas que le concept de culture... oui, d'une certaine façon, le concept de culture, en fait, ça vient donner une couche. Pour moi, vraiment, l'ontologie vient donner une couche supplémentaire à toutes nos réflexions sur les dynamiques culturelles et les rencontres entre les cultures. C'est que la culture reste, c'est l'univers de sens et l'univers de pratique qui oriente ton rapport au monde. Hein? Alors que, et cet univers de sens repose sur des principes ontologiques et épistémologiques. Et elle est là, l'ontologie. Elle est en amont de la culture. Et là où je suis déçue aujourd'hui, c'est qu'il y a eu donc un beau mouvement, ce tournant ontologique, avec donc les Viverios de Castro. Moi, Bruno Latour, donc, m'a beaucoup inspiré. Surtout, là, nous n'avons jamais été modernes. Mais Marilyn Strathern, avec toute cette dimension relationnelle que je mentionnais tantôt. Roy Wagner, ou Latour avec l'anthropologie symétrique, Wagner avec l'anthropologie inversée. En fait, on est dans une logique, tous ces auteurs-là, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? De nous sortir du joug classique de l'universel et le particulier, imposé par la pensée occidentale moderne. Et l'ontologie nous donne une possibilité de sortir de là, d'aller dans le multiple. Parce qu'avec l'universel et le particulier, tu n'es jamais dans le multiple. Tu n'es pas dans le plurivers, comme dirait Latour. Tu n'es pas dans des mondes multiples. Tu es dans, quelque part, un monde unique que l'Occident se donne, donc, finalement, l'autorité de définir qu'est-ce qui est universel.
Et le reste, donc, doit quelque part s'accorder à ça. Donc, tant qu'on reste dans l'universel et le particulier, on n'a pas accès à l'altérité. On n'a pas accès vraiment à la différence. Parce qu'on va toujours rester, ça va, d'une certaine façon, ce modèle-là, comme le concept de croyance, il neutralise la différence des autres. Et donc ça, pour moi, l'anthropologie symétrique, l'anthropologie inversée de Wagner, toute la relationnalité de Stratton, le perspectivisme là, de Viverios de Castro, tout ça, ça me parlait beaucoup. Mais en fait, mes maîtres à penser de départ, c'est les aborigènes australiens. C'est eux, là. Mais c'est juste que ces autres auteurs-là qui travaillaient ailleurs, en Mélanésie, en Amazonie, m'ont donné des pistes pour conceptualiser un peu ce que je pensais comprendre de l'expérience des autres. Donc ça, j'aime bien cette idée de sortir un peu de ce joug, de l'universel et du particulier. Parce qu'à partir du moment, tu sais, c'est François Julien et beaucoup d'autres qui disent, à partir du moment où on essaie d'énoncer un universel, on le fait toujours à partir d'un particulier, on ne peut pas faire autrement. Tout savoir est situé, comme dirait Haraway, Donna Haraway, tout savoir est situé. Donc, tu sais, oui, l'universel est un horizon intéressant, mais en autant qu'on ne se dise pas, voilà, c'est ça, là. Tu sais, c'est comme, je ne peux pas ramener... Et l'idée de la multiplicité, c'est que si un Québécois parle du rêve et qu'un Gugadja parle d'un Kapukuri, est-ce qu'ils parlent de la même chose? Et non, ils parlent de deux choses différentes, c'est tout. Et parce que qui aura l'autorité de dire, ben non, ils parlent de la même chose et voilà, c'est ça. Parce que c'est quoi le rêve? C'est pas la même chose pour moi ou pour Munja, la Gugadja, là. Et donc, c'est deux choses différentes. Donc là, on est dans le multiple. Ça n'empêche pas la rencontre, le dialogue. Et il y a Dipesh Chakrabarty, OK, qui dit à un moment donné, donc tout ça, il ne se situe pas nécessairement là, dans le tournant ontologique, je ne veux pas le mettre là-dedans, là. S'il ne veut pas. Je ne sais pas si je n'y ai pas demandé. Mais il dit, donc tout le travail de traduction se trouve complètement transformé aussi, parce que c'est ça l'anthropologie. On est dans un travail de traduction, là, hein, d'une certaine façon. On essaie de comprendre, de traduire le milieu, là, ce qui se passe, ce que les gens nous disent, mais ce qu'on observe et tout ça, on essaie de comprendre. Donc, il dit, la traduction se trouve transformée à partir du moment où on prend au sérieux ce que l'autre dit de son monde. OK? Il dit, donc jusqu'ici, on essayait de faire de l'équivalence à partir de la différence, alors que là, ce qu'il faut faire, c'est créer de la différence à partir de l'incommensurable. Et ça, j'aime beaucoup. Ça veut dire que ça n'empêche pas le dialogue. OK? Mais ce qui, au départ, semble incommensurable, ça ne m'empêche pas de parler avec Munja sur nos expériences, nos conceptions différentes du rêve, en autant que l'autre n'essaie pas, donc, de m'avaler. Hein? Ou que je n'essaie pas d'avaler l'autre dans ce qu'on appelle cette espèce d'universalisme arrogant ou cannibale. Tu sais. Oui, universalisme arrogant, c'est Latour qui utilisait cette expression-là. Puis l'universalisme cannibale, écoute, c'est un ouvrage collectif qui est sorti en France en 99, puis c'est le titre, je pense, Retour de... C'est le sous-titre. Je l'ai gardé, celui-là. Je l'ai gardé. Donc, c'est ça, pour moi, le tournant ontologique, et donc je le trouve tout à fait dommage, très, très, très dommage, qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas vraiment... Donc, maintenant que c'est à la mode, l'ontologie, ben, ils ont remplacé le concept de culture par celui d'ontologie, donc ils ont passé à côté. Ils ont complètement passé à côté. Bon, il y en a qui continuent quand même, là, qui sont... Mais en règle générale, parce que ça a l'air, donc dans le cursus, tout à coup... au bac ou à la maîtrise, on entend parler d'ontologie, mais on se dit, OK, moi aussi, je vais là-dedans. Mais c'est désolé, là, et comme je dis, la dimension culturelle doit rester là, c'est important. Toute la question, donc, de ces univers de sens qui orientent, donc, les activités, les pratiques, les pensées, les émotions des gens au quotidien. Mais en amont de ça, tout ça est informé par des principes ontologiques, épistémologiques, ça peut jamais être universel. Ça, c'est spécifique à des mondes. Et c'est pour ça qu'on parle des mondes aussi. Donc, tu sais, c'est comme tout le langage aussi, le concept de société. Ben, j'essaie de l'utiliser de moins en moins, là, tu sais, mais je vais parler de socialité. Mais donc, des mondes, hein, on parle donc de la rencontre des mondes multiples. Donc, notre ouvrage, Figured Worlds, les obstacles ontologiques, et c'est ça. Donc, lorsque les Atikamekw, admettons, je prends cet exemple-là, rencontrent l'État pour
négocier des droits territoriaux, c'est la rencontre de deux mondes. Est-ce qu'ils parlent de la même chose lorsqu'ils parlent du territoire? Et c'est ça, c'est qu'ils ne parlent pas de la même chose. Et là, il y a Viverios de Castro qui utilise l'expression une équivocation, contrôlée ou non contrôlée. C'est que les gens pensent qu'ils parlent de la même chose, mais ils ne parlent pas de la même chose. Donc, le Québec parle du territoire, ça veut dire comme cette entité bien circonscrite avec des frontières et des ressources qu'on peut exploiter, alors que les Atikamekw parlent du Nitaskinan ou de Nochimik. Et là, ils parlent d'un milieu de vie, ils parlent d'un territoire donc, qu'ils partagent avec les non-humains, avec les ancêtres, avec les parents défunts, qu'ils ont la responsabilité de transmettre aux jeunes générations. C'est leur chez eux. Donc, Nitaskinan et territoire, c'est deux concepts totalement différents. Mais ils négocient, c'est ça. Et c'est ça, là, donc, toute cette... Et l'ontologie, bon, je trouve, oui, vient quand même là, apporter un peu là, de l'eau au moulin pour les anthropologues, pour aller un peu plus loin dans la compréhension de qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette rencontre entre les mondes. Comment donc les groupes autochtones, selon le contexte particulier, qu'est-ce qu'ils choisissent, qu'est-ce qu'ils refusent, comment ils s'approprient ce qu'ils choisissent de prendre dans le monde de l'autre. Bon, écoute. Et ça nous permet, ça donne aussi là, des avenues pour sortir là, de la pensée dualiste occidentale. Donc oui, j'ai mentionné là, Strathern, Latour, Viverios de Castro, mais il y a aussi, donc on va développer là, quelques anthropologues qui travaillent avec les Autochtones, on va développer tout le concept d'ontologie relationnelle. Donc ça aussi, ça, en ce moment, j'avoue que ça m'habite pas mal. Là. Ça me parle beaucoup depuis quelques années. Bon, là, je vais peut-être passer à autre chose, là, mais en tout cas, depuis les dernières années, ça m'a beaucoup parlé. Là. Non, mais ça dit, tu sais, toute cette dimension où la relationnalité est un principe ontologique et épistémologique. Là, tu sais. Les relations ont une existence. C'est pas l'idée de cette... Encore là, je reviens à représentation-manifestation. Tu sais, l'idée que la relation, tu sais, il y a une relation symbolique. Ils ne sont pas là. C'est que la relation est constitutive des êtres. Donc, quelque part, elle a une matérialité aussi. Là. Et donc, l'ontologie relationnelle, c'est un peu ça. C'est que la relationnalité, la relation est constitutive de tout ce qui est. Et tout ce qui est existe et se déploie et se déplie et devient parce qu'ils sont en relation. Hein? Bon, ça, OK. Mais il y a donc des gens comme Colin Scott a développé sur l'ontologie relationnelle, Arturo Escobar a développé sur l'ontologie relationnelle, Mario Blazer a développé sur l'ontologie politique, okay? Donc qui est aussi dans la même veine, toujours donc d'essayer de saisir quelles sont les stratégies que les Autochtones mettent en place face à des États qui veulent finalement, qui négocient pas d'égal à égal et qui ne négocient pas de manière honnête, hein? Qui essaie donc constamment de les tromper, hein, avec des beaux mots, mais qui les trompent constamment. Donc c'est ça, tous ces auteurs-là, et Mario Blazer avec l'ontologie politique, essayer de comprendre quelles sont les stratégies politiques aussi là, des Autochtones. Parce qu'ils ont un double mandat, d'une certaine façon. Et c'est pas facile, le mandat qu'ils ont. C'est-à-dire, ils doivent rester fidèles au territoire, dans leur responsabilité face aux ancêtres qui ont légué le territoire et les générations futures qui vont hériter de ce territoire-là. Donc, doivent rester en relation, en contact, en communication avec le territoire, le non-humain, avec les ancêtres, avec leurs propres pratiques, bon, tout ça. Mais ils négocient en même temps avec un État qui est, bon, un petit peu assez malhonnête, peu importe où on est, dans les Amériques ou en Australie. Là. Et... Ou en fait, l'État ne négocie pas vraiment, il fait juste essayer d'étirer l'affaire là, en espérant qu'ils vont abandonner. Mais ils sont d'une patience c'est extraordinaire. Là. Donc, c'est ça, le concept d'ontologie, moi, au pluriel, évidemment, ou surtout, donc j'aime mieux parler en termes de principes ontologiques et épistémologiques dans des mondes où ontologie et épistémologie, c'est pas séparé, là, ça va ensemble. Okay? Nous, on l'a séparé dans la pensée moderne, en Occident. Tu as l'ontologie, donc tu as l'être, tu as le savoir. Ils ne sont pas là, là. Être et savoir, pour eux, c'est encore là, intimement lié. Là. Tu ne peux pas les séparer. Et donc, bon, je parlais là, de cette...
Et donc, dans l'ouvrage Figured Worlds, on va parler des conflits ontologiques, des tensions, des incompréhensions, des malentendus, et de la violence ontologique dans ces relations entre les Autochtones et l'État. Mais moi, ça va venir me chercher d'une certaine façon, là, dans mon travail avec les Atikamekw. C'est qu'à la fin des années 90, j'ai été avec eux, donc plus avec la classe politique, pour négocier revendications territoriales et tout ça. J'ai produit des rapports sur le droit coutumier. Ils m'ont demandé à quelques reprises de venir avec eux aux tables de négociation devant les représentants donc des deux paliers de gouvernement, fédéral, provincial. Des fois, Hydro-Québec s'invite, parce qu'Hydro-Québec est un peu roi sur le territoire. Et c'est eux qui font donc tous les barrages hydroélectriques, donc ils n'ont même pas besoin d'invitation spéciale. Donc, des fois, ils se retrouvaient à table de négociation. Et moi, donc, les Atikamekw me demandaient d'être là pour, donc, soit juste observer ou de temps en temps mettre mon petit grain de sel. Mais à la fin des années 90, je leur ai dit, regardez les gars, moi, je ne peux plus, là. Moi, je n'ai pas votre patience. Moi, les représentants du gouvernement, devant tant de malhonnêteté, d'hypocrisie, j'ai juste envie de leur sauter à la gorge. Là. Je veux dire, ils n'ont aucune intention de négocier d'égal à égal avec vous. Là. Ils ne sont pas là du tout. Là. Ils étirent la sauce, on ne sait pas trop pourquoi. Puis en même temps que les représentants du Québec sont là, donc ils négocient. Donc, ils acceptent le principe du droit territorial, du droit ancestral atikamekw, mais en même temps, ils vendent le territoire aux compagnies forestières, aux baux de villégiature, aux mines, à l'Hydro-Québec. Bon. Et je leur ai dit non, donc ça, j'arrête. Je continue à travailler avec vous, je vais vraiment continuer à mettre mon expertise anthropologique à votre service, mais je prends mes distances là, face aux politiques, puis à la négociation. Donc là, je vais ouvrir un autre chantier de recherche.